Nous faisons partie de la première promotion d'INSAM à l'Ouest. Oui. Et à INSAM a changé ce que nous avions dans la tête lorsque vous arrivez. Justement, on donne à INSAM aujourd'hui parce que INSAM reste notre père. Ouais. Nous avons promis la fois dernière, lorsqu'on s'est séparés sur ce plateau, qu'on devait recevoir une personne très importante, une personne capitale, pas des moindres, toujours dans le cadre de nos échanges, toujours dans le cadre de notre émission. Question aussi de vous faire savoir que lorsqu'on dit l'US INSAM, entendez par là Institut universitaire et stratégique de l'estuaire, est la forge des compétences et des leaders au service du développement. Ce n'est pas une vaine expression. La preuve, c'est ce que nous allons découvrir et vivre ensemble sur ce plateau, parce que le monsieur que je vais recevoir aujourd'hui, c'est un pur produit, voilà, de l'Institut universitaire et stratégique de l'estuaire. Il est expert en économie aujourd'hui. C'est un enseignant. Il doit partager avec nous, voilà, son parcours, sa riche expérience, question d'inspirer, pourquoi pas, les populations ascendantes, les populations séniles, les populations juvéniles même, je dirais, parce que ça nous fait énormément plaisir de l'avoir sur ce plateau. Alors, lui, c'est monsieur Cédric Ndiki. J'ai le plaisir de lui dire bon après-midi. Bon après-midi, Cédric. Bon après-midi, monsieur Chris. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec Chris. Ouais. Donc, vraiment, c'est une joie pour moi, une fois de plus, d'être ici aujourd'hui pour qu'ensemble, on essaye d'échanger sur le thème du jour. Donc, merci, monsieur Chris, de m'avoir invité une fois de plus. C'est moi qui suis honoré, hein, parce qu'on vous sait toujours très, très occupé. Abandonnez toutes vos activités parce que, en tant que PDG, la feuille de route quotidienne est toujours très surchargée. Vraiment, merci de nous honorer. Là, on va commencer notre entretien en parlant de votre parcours scolaire. Bon, je ne sais pas si on va commencer au primaire, mais j'aurais voulu qu'on laisse ce côté-là, mais on s'attaque plus déjà au côté supérieur. Parce que c'est au supérieur que certaines mentalités se développent, on a certaines visions, mais on me fait savoir que vous avez commencé votre cycle supérieur à INSAM. C'est une information ou bien c'est une entorse? Bon, évidemment, monsieur Chris, je peux tout simplement dire que nous faisons partie de la première promotion d'INSAM à l'Ouest. Oui. Et nous avons accueilli INSAM ici. En fait, beaucoup pensaient que c'était une blague. Une blague, oui. Donc, personne ne croyait réellement à INSAM quand INSAM est arrivé. Ouais. Mais nous avons pris le risque. Et on s'est dit, pourquoi pas? On va essayer parce que quand INSAM arrive à l'Ouest, INSAM fait partie en quelque sorte des instituts rares à l'Ouest parce que on savait qu'après le baccalauréat, il fallait aller à Douala, il fallait aller à Tchang, il faut aller à Ngaoundéré. Justement. Donc, INSAM était donc la bienvenue pour nous qui avions d'autres visions parce que nous, on avait toujours pensé que ce n'était pas toujours nécessaire de se déplacer pour aller ailleurs. Donc, quand INSAM arrive, donc, nous trouvons que c'est une opportunité pour nous, même comme il y avait des personnes qui nous faisaient croire que bon, c'est pas sérieux, que c'était du bluff. Justement. Donc, et nous avons cru en INSAM, nous sommes lancés donc à INSAM comme première promotion. En quelque sorte, on était comme des boucs émissaires. Des boucs émissaires. Vous étiez il fallait un peu comme INSAM vous étiez comme les étudiants test. Justement. Et le fondateur. C'est INSAM qui me l'a donné. On a venu. C'est INSAM qui me le rassure. On est tous ensemble. On est tous ensemble. On est tous ensemble. On est tous ensemble. On trouve INSAM à Bafou, Sam, Libreville, Yaoundé, Douala. Si tu veux réussir mon âme. Père Fouillette, à son âme. Et il nous a tenu un discours où il nous a fait comprendre c'est vous qui avez l'image de INSAM. Oui. Ça veut dire, Père Fouillette nous a fait comprendre en fait que
si vous voulez que INSAM s'installe à l'Ouest, c'est vous la première promotion qui allez dessiner. Voilà, qui allez dessiner, c'est vous qui allez frayer ces chemins-là. Justement. Vous devez être un peu comme les ambassadeurs ou encore le miroir même. Justement. Un peu l'âme de INSAM. Justement, M. Chris. Ouais. Et c'est comme ça que il a, je peux dire, il a mis à notre disposition des moyens pour pouvoir s'intégrer et être en quelque sorte les miroirs de la première promotion de INSAM Ouest, pour ne pas dire Bafoussam. Bafoussam, oui. Donc, voilà comment, après son discours, parce que je vais pas oublier le côté où nous étions vraiment délinquants. Oui, oui. Nous étions délinquants. Nous, ceux qui avaient choisi INSAM à l'époque là, c'est ceux qui, en fait, prenaient l'école comme de la blague. Mais sauf que, arrivé à INSAM a changé ce que nous avions dans la tête lorsque vous arrivez. Justement, parce qu'à ce moment, on avait des enseignants vraiment qui venaient de Douala, Yaoundé. Et vous savez, généralement, quand vous avez un enseignant qui a de la compétence, vos esprits commencent à changer seuls. Donc, on a eu affaire aux enseignants qui avaient vraiment de la compétence. Et là, à un moment donné, on a commencé à se dire, mais pourquoi on pensait même qu'on est seulement en train de blaguer ici? Pourquoi ne pas prendre cette chose au sérieux? Parce que quand on voit les enseignants, qui viennent, qui se déplacent pour venir faire cours, et ces enseignants étaient un peu comme des modèles. C'était comme des modèles pour nous parce que quand on regardait ces enseignants, on sentait que c'est des personnes qui, en quelque sorte, ne souffrent de rien. Et on s'est dit, mais pourquoi pas? Donc voilà comment nous avons également commencé à prendre la chose au sérieux. Et avec l'accompagnement de Père Foyette, on est allé, on a obtenu le BTS, on a fait la licence. On a en licence, après on est monté en master. Et ils étaient toujours avec l'INSAM? Bien sûr, bien sûr, parce que ce que je vais peut-être vous dire, qui doit peut-être vous surprendre, c'est que INSAM, c'est, je vais dire, c'est l'un des établissements où, après la formation, insère les meilleurs. Parce que je suis revenu à INSAM après le master comme enseignant. Ah bon? Oui. Ah, vous êtes revenu à INSAM en tant qu'enseignant. Et vous enseignez quelle discipline? Justement, je suis enseignant d'économie et des matières de banque. Des banques, oui. Et je peux vous rassurer que la formation que nous avons reçue à INSAM, parce que même ailleurs, quand on les dispense, les étudiants ressentent que ces gens-ci ont été vraiment formés. Ils ont été vraiment Donc, je tiens un coup de chapeau à Père Foyette qui nous a formés et il nous a pas balancé dans la rue en fait. Il nous a encore rassemblés auprès de lui et il nous a dit, comme je sais que vous êtes bien formés, je pense que c'est vous qui serez la relève de demain. Et je peux dire aujourd'hui que Père Foyette ne s'était pas trompé parce que nous sommes aujourd'hui en train d'assurer réellement la relève. Là. Donc, je ne peux que dire vraiment un merci à INSAM parce que INSAM nous a fabriqué, si je dois dire ça. Ce que je suis aujourd'hui, je suis un modèle d'INSAM. Parce que, également, après, j'ai eu des conférences avec INSAM, des journées d'orientation où j'étais maintenant comme chef d'entreprise. Donc, INSAM m'a tout donné en fait. INSAM m'a tout donné. Et je vais passer par là pour dire à tous les étudiants ou bien la population de l'Ouest que INSAM a un projet vraiment sérieux. Il faut prendre INSAM au sérieux. Il faut croire à INSAM parce que INSAM a une façon différente de faire les choses par rapport à d'autres instituts. Et c'est pas pour rien que INSAM est leader. Là, on ne discute pas parce qu'il y a la qualité de la formation, il y a la qualité des enseignants. D'accord. Et durant votre parcours à INSAM, première année, deuxième année, jusqu'au master, les difficultés étaient quoi? Les difficultés, on sait que bon, généralement, on peut avoir les difficultés peut-être financières, nutritionnelles, mais hormis ça, est-ce qu'il y avait des véritables difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre éducatif? Donc, en fait, dans le cadre éducatif, on peut tout simplement dire que les difficultés que nous avons rencontrées venaient de nous-mêmes. Parce que à un moment donné, on avait tendance à vouloir se décourager. On avait tendance à vouloir se décourager. Et on avait également des enseignants
dont la compétence était en quelque sorte surélevée. Oui, oui. Et on avait ce sentiment-là qu'on ne comprend pas réellement ce qu'il dispense. Tout simplement parce que il était à un niveau surélevé. Oui. Et c'est quand nous, on s'est remis en examen qu'on a compris en fait que peut-être tel enseignant, c'est parce que le niveau est un peu élevé qu'on se dit qu'en réalité, il n'a pas la compétence. Vous savez, les étudiants ont souvent tendance à juger les enseignants. Mais en réalité, les étudiants jugent parfois mal ces enseignants. Les mauvaises appréhensions. Justement, parce qu'il suffit que vous, en tant qu'étudiant, vous ne comprenez pas une matière, pour vous, c'est que l'enseignant dispense mal. Mal le cours. Or, dans la même salle de classe, il y a des étudiants qui ne jugent que par le nom de cet enseignant. Donc, à un moment donné, on se dit, pourquoi ne pas se mettre au travail au lieu d'être là pour juger l'enseignant, on doit juger plutôt le travail de l'enseignant. Et quand on commence donc à juger le travail de l'enseignant, on se rend compte que le problème, c'était nous. Donc, en fait, INSAM, je dis bien la première promotion dont nous faisons partie, le promoteur ne ménageait aucun effort pour nous faire mettre ces étudiants à justement. Donc, si je dois parler des difficultés, vraiment, moi, je vais tout simplement dire que le promoteur faisait tout pour que nous ne rencontrions pas des difficultés. Parce que même seulement mettre les bus, parce qu'il y avait même les semaines où les bus nous transportaient gratuitement. Donc, même seulement mettre les bus à notre disposition, c'était déjà pour nous permettre de ne pas avoir des difficultés. Donc, on avait tout réuni en quelque sorte pour réussir. Justement. Donc, tout était programmé pour réussir. Justement. Alors, là, vous avez parlé de votre côté délinquant lorsque vous entrez à INSAM. Bon, INSAM a mis quoi sur pied sur le plan disciplinaire? Bon, bien sûr, vous avez dit que c'est grâce peut-être à la façon de dispenser les cours, la qualité des enseignants qui vous a un peu ramené à l'ordre. Mais en dehors de ça, le système disciplinaire à INSAM, est-ce que ça a été des rigueurs ou bien on se comportait comme à l'université, c'est l'univers, chacun fait comme il veut? Donc, ce que je vais dire concernant le côté disciplinaire, moi, je vais même dire que l'INSAM a été pour nous comme un lycée. INSAM a été plus difficile encore même qu'un lycée, parce que les encadreurs que nous avions à ce moment-là, c'était des personnes qui, en quelque sorte, la discipline était la première des choses qu'il fallait mettre en avant. Donc, c'est même pour ça qu'à un moment donné, on a voulu se décourager, parce que on se disait qu'on quittait du lycée pour aller à l'université s'amuser. Mais on arrive donc à l'université, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué encore. Que là-bas, vous arrivez, on vous parle du surveillant Justement, il y a un surveillant général, il y a le portail qu'on doit fermer, il y a tout ça. Donc, du coup, c'était un peu pour nous comme si on est toujours au lycée. Donc, mais il a fallu donc vraiment accepter cela pour pouvoir rester, parce que nous, on savait que l'université, c'est là où on passe s'amuser. On passe s'amuser. On vient à l'heure qu'on veut, on rentre quand on veut. Justement. Les jours même quand on s'élève, on n'est pas même pas, parce que déjà on fait même pas l'appel. Justement. Justement. Donc, on arrive là, on entend encore parler de surveillant général. On dit, le surveillant général fait encore quoi à l'université? On savait que tout ça s'arrête au lycée, au collège. Justement. Donc, on dit, c'est pour faire quoi? Pour surveiller qui? Vous voyez, il y a le portail, on n'ouvre pas n'importe quelle heure, tout ça. Donc, on avait même l'impression qu'on était à l'internat, parce que quand vous entrez le matin, il y avait les heures d'ouverture de portail et les heures de fermeture de portail. Donc, en fait, la discipline était vraiment de rigueur. D'accord. Et pour sortir définitivement de ce passage que vous avez effectué à INSAM, je vais vous poser cette question. Vous vous êtes fait former en quelle spécialité exactement? Ok. Je peux dire en quelque sorte, au jour d'aujourd'hui, qu'on a trois formations. Moi, personnellement, j'ai eu une formation en comptabilité, j'ai une formation en économie et j'ai une formation en banque et finance. Donc voilà les trois formations dont nous avons essayé de s'accaparer parce que justement, donc voilà un peu ce que nous avons essayé de faire à INSAM. Et aujourd'hui, on va tout simplement dire qu'on ne s'était pas trompé. Ça, c'est vrai. D'accord. Là, vous faites bien de dire que vous ne vous étiez pas trompé, parce que là, vous êtes expert en économie, vous êtes enseignant et vous êtes PDG de cette microfinance qui aujourd'hui est déjà en train de tutoyer pas mal d'autres structures du même genre. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez et vous dites aux jeunes qui sont en train de vous regarder, à ces étudiants, par où vous êtes partis pour devenir aujourd'hui chef d'entreprise, propriétaire
d'une microfinance appelée CERIC Finance? Monsieur Chris, c'est vraiment un long parcours. Ouais. Donc, comme vous m'avez donné l'occasion aujourd'hui de partager cela avec les jeunes, je pense que je ne vais pas hésiter parce que je me rappelle, je commence mon parcours dans un établissement de microfinance avec un salaire de 12 000. Ah, 12 000 francs, c'était par jour? Le mois. Ah, 12 000 francs le mois. J'avais 12 000 francs le mois. Et je louais une chambre de 5 000 francs. Quand je pense à ça, ça m'amuse parce que le fondateur de cet établissement, quand il me prend chez lui, je viens d'avoir mon BTS, je ne sais même pas que je suis le plus diplômé de sa structure. Il avait en quelque sorte des personnes qui avaient les bacs G. Les bacs G, oui, peut-être sur le terrain, justement, on les recyclait encore. Et tout. Il me dit, Monsieur Ndiké, bon, nous avons besoin d'un collecteur. Est-ce qu'avec votre BTS, vous pensez que vous pouvez collecter dans notre structure? Moi, je dis, monsieur, je n'ai pas de problème. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, je peux travailler même 3-4 ans sans salaire parce que je veux me faire un nom. Je vais avoir une certaine expérience. Justement. Donc, j'ai accepté. J'ai collecté, premier mois, 12 000. Deuxième mois, il est passé à 20 000. 20 000 de salaire. Oui. Le troisième mois, il m'appelle dans son bureau et je vais profiter pour dire merci à M. Nagam, paix à son âme, parce qu'il m'a donné, je peux dire, la chance de ma vie. Il m'appelle dans son bureau et me dit, bon, j'avais l'intention de créer une agence à Douala et je cherchais quelqu'un que je pouvais confier l'agence de Bafoussam chez lui. Tu m'as prouvé que tu peux tout faire. Que tu as l'amour du travail. Justement, parce que s'il y avait un BTS, tu as accepté marcher dans tout Bafoussam pour collecter. Ça veut dire que, parce que pour moi, je pense que c'est le dernier poste de la maison. Et si tu as pu accepter cela, malgré le BTS que tu en as, ça veut dire que je peux te confier cette agence et je m'en vais ouvrir Douala tranquillement. Voilà comment on discute et il me fait passer directement chef d'agence. Et le troisième mois, je suis chef d'agence, le salaire monte à 25 000. Et 25 000 francs pour un chef d'agence. Oui, c'était une jeune structure. Et à l'époque également, 25 000 là n'était pas très petit comme aujourd'hui. Voilà, parce que à l'époque, quand on avait quand même on n'avait pas encore les choses chères sur le marché comme on a aujourd'hui. Alors, j'ai travaillé là-bas 2 années. 2 années. Et après, j'ai eu une opportunité dans une banque. J'arrive, je profite pour vous raconter l'anecdote ou bien l'histoire. J'arrive dans cette banque. Le DG discute avec moi. Il me dit, bon, pour un début, on va vous donner 350 000 francs. Voilà le contrat. Allez lire si ça vous arrange. Vous venez en signe. Je lui dis, mais monsieur, je suis prêt à signer. Vous me dites d'aller signer. Je suis prêt à signer. Parce que vous imaginez, que je parle de 25 000, on me parle de 250 000, on me dit d'aller lire encore le contrat. Si je lis le contrat et que les idées changent pas derrière, je dis, monsieur me dit que je suis prêt à signer maintenant. Il me dit, monsieur dit non. Vous savez, prenez votre temps, lisez le contrat. Si je dis que DG me dit que je signe. Bon, pour finir, il m'a dit, monsieur Ndiké, asseyez-vous quand même au couloir là, vous jetez un coup d'œil sur votre vous revenez. Et j'avais un sentiment, je ne sais pas pourquoi j'avais ce sentiment que si je perds le temps, on peut changer d'avis. Donc j'avais tellement envie de signer ça rapidement. Parce que quand je voyais le montant... Oui, c'était énorme pour toi. Et toi, tu avais peur que lui de son côté peut réfléchir que mais j'ai payé le gars si trop, il va encore diminuer. Justement. Voilà comment je signe. Je travaille 9 mois. Je vais profiter pour dire également aux jeunes que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Après 9 mois, donc, il y a des conditions qu'on essaye maintenant de me mettre à l'intérieur. Et c'est là où je comprends que les 350 000 n'étaient pas un cadeau. Parce que les conditions dont on m'obligeait
à adhérer, oui. me faisait donc comprendre qu'en réalité, on ne me payait pas pour ce que je travaillais. Tu travaillais. On me payait pour t'attirer et te mettre face à certaines réalités. Donc, Mon succès, c'est Issa qui me l'a donné. Mon avenir, c'est Issa qui me le rassure. On est tous ensemble, on est tous ensemble, on est tous ensemble, on est tous ensemble. On trouve Issa Mabafou, Sam Libreville, Yaoundé, Douala. Si tu veux réussir, voilà pourquoi j'ai dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que j'ai compris en ce moment-là que ma vie était à recommencer. Parce que après les 7 mois, et je vais dire peut-être, quand je prends le salaire de 350 000, je loue un appartement meublé. Hein. Donc, je louais à 150 000 francs le mois. Parce que je pensais que j'étais déjà un cadre supérieur et que j'avais réussi ma vie. Or, je ne savais pas que c'est maintenant que ma vie devait commencer. Donc, quand je refuse dans les conditions, et je reçois donc une lettre de licenciement pour incompétence, non atteinte d'objectif. En 9 mois de travail. Après 9 mois, on voit que tu es incompétent. Oui, incompétence et non atteinte d'objectif. Et c'est quand je perds mon travail que je me rends compte, monsieur Chris, que je n'avais rien durant les 9 mois. Puisque j'étais dans un appartement meublé et je croyais que tout ce qui était à l'intérieur m'appartenait. Et c'est quand je perds dans mon travail et que le bailleur me demande de libérer que je me rends compte que je n'ai que les habits. Tu n'as que porter tes habits pour partir. Je n'avais rien. Après avoir fait 9 mois dans un salaire de 350 000, même le simple lit, je n'avais pas parce que j'ai trouvé tout dans la maison. Et je profite également de ça pour dire aux jeunes, il faut faire attention aux appartements meublés parce que en réalité, c'est pour les gens qui passent. C'est pas les gens de passage. Tu es là pour un séjour, peut-être même de 2 jours, 3 jours. Justement, j'ai été victime de l'appartement meublé. Donc, quand je perds mon boulot, je me rends compte que je n'ai rien. Alors, qu'est-ce qui m'a donné la force? Je rentre sur Bafoussam et je décide de faire la moto. Vous n'avez pas été complexé à un moment donné pour dire, bon voilà, j'avais 350 000, je vivais dans un appartement meublé. Comment je vais me retrouver sur une moto? Vous n'avez pas eu peur du regard des gens, du qu'en dira-t-on? Justement, monsieur Chris, sauf que, étant un stratège depuis la jeunesse, j'avais développé dans une stratégie pour faire la moto. Je faisais ma moto de 5 heures à 8 heures. Et de 17 heures à 22 heures. Donc, en journée, si on disait à quelqu'un avec qui je passe la journée que je suis bien skinné, il ne pourrait pas croire. Et dans ma stratégie, j'avais toujours les pulls avec capuche, justement. Et on met les lunettes. Quand je transportais quelqu'un que je connais, tout ce qu'il dit, je réponds qu'avec la tête. Si c'est oui, je secoue la tête. Si c'est non, je dis non. Parce que tu veux pas qu'il, même avec le tempo vocal, justement. Donc voilà un peu. Moi, je sortais à 5 heures, je travaille. Quand tous les élèves sont déjà à l'école, je gare. Je me lave, je suis avec les gens, on est sûr que bon, là, il ne souffre de rien. Il est toujours au top niveau. Justement. Et à 16h30, parfois, 17h, quand les élèves vont rentrer, ou 15h30, je sors encore. Je travaille jusqu'à peut-être à 22h, je gare la moto, je m'en vais dormir. Donc, voilà comment je rentre, donc je me remets donc sur la moto. J'ai fait la moto pendant presque 6 mois. Et pendant ce temps, je faisais les entretiens d'embauche dans différentes structures. Justement. Et une banque également m'a refait confiance. Je suis allé et je me suis confronté également à la même situation que l'ancienne banque parce que la nouvelle banque qui m'a refait confiance, j'étais à 630 000 francs. J'ai pas fait 3 mois parce que il y avait le préemploi de 3 mois. Et pendant le préemploi, donc, il y a eu des petites discussions sur comment est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit marcher, des petites conditions qu'on devait adhérer et consorts qui ne m'arrangeaient pas. Et également, j'ai décidé d'arrêter. Je n'ai pas laissé qu'ils me licencient. Moi, j'ai décidé directement, quand ils m'ont posé ces conditions, moi, j'ai décidé personnellement d'arrêter. Et quand j'arrête, directement, il y a une microfinance qui avait besoin d'un chef d'agence. Je suis allé faire l'entretien à Douala.
Et pendant l'entretien, moi également, moi-même, j'ai senti que j'étais à recruter parce que, vous savez, Chris, vous êtes dans un entretien où vous êtes peut-être 15. Oui. Et les gars entrent, ils font 3-4 minutes. 4 minutes, ils sortent. Oui. Ils entrent, ils font 3-4 minutes, ils sortent. Quand je suis entré, j'ai fait 1h30. Ouais. Avec la DG, c'était une femme. Parce que elle ressentait en moi des choses qu'elle peut exploiter, oui. Et donc, c'est-à-dire l'entretien était alléchant. Il n'y avait pas une possibilité d'arrêter ça subitement comme ça. Et quand je sortais de là, je l'ai entendu dire à sa secrétaire de dire aux autres qu'elle est fatiguée et que l'entretien continue. On va les appeler pour continuer. Oui. Et j'ai eu ce sentiment-là que peut-être elle a trouvé la personne qu'elle voulait exactement. C'est un peu la peine de continuer. Justement. Je suis rentré sur Bafoussam ce jour. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'appel qui me dit que, bon, vous avez été retenu. Oui, on m'a retenu pour le poste de chef d'agence de Bafoussam, et que je dois être à Douala demain pour signer mon contrat. Donc, je me retrouve à 75 000. 75 000 francs le mois. Le mois. Mais je me dis, la moto me donnait minimum 250 000 le mois. Oui. Minimum. Parce que j'avais les vendredis, il y avait les week-ends où je prenais vendredi, samedi, dimanche, je travaille 75 000. Oui, oui. Je me retrouvais parfois à 250, 300 000 le mois. Mais sauf que j'avais une carrière à poursuivre. Ça, c'est vrai. Et il fallait donc mettre choisir en valeur ce que vous avez justement appris à l'école. Je me dis, OK, il faut choisir entre continuer à faire la moto et aller être directeur d'agence à 75 000 et faire un CV. Voilà comment je me décide d'entrer dans la structure pour fabriquer mon CV. Et la moto, je n'ai pas totalement abandonné. Les soirs où j'étais un peu libre, je continuais à faire dans le même système pour joindre les deux bouts. Alors, et là, vous êtes à Bafoussam. Quand on vous recrute, là, vous faites l'entretien à Douala, on vous renvoie plutôt à Bafoussam. L'entretien était à Douala, la direction générale, mais pour l'agence de Bafoussam. Alors, quand j'arrive à Bafoussam, je me dis, mais pourquoi je dois passer le temps à travailler pour les gens? Et pourquoi? Parce que ma DG, si je dois dire comme ça, était tellement méticuleuse, tellement stricte, au point où j'avais l'impression qu'elle me stressait. Oui. Je me suis dit, mais je vais supporter ce stress jusqu'à quand? Alors, j'ai commencé à penser, est-ce que je ne peux pas mettre sur pied moi-même ma propre structure? Oui. Voilà là où l'idée vient, parce que j'ai subi tellement de stress, de pression extérieure, tout ça. Et ça m'a donc donné l'idée, mais tiens, je suis allé à l'école et comment je peux être en train de subir alors que je peux moi-même penser à mettre sur pied votre propre structure. Justement. Pourtant, vous avez toutes les qualités et les ressources intellectuelles qu'il faut. Alors, je commence maintenant, je me dis, ok, si je dois mettre sur pied ma propre structure, ça veut dire qu'il faudrait que je commence dès maintenant à me libérer un peu des charges qui pèsent sur moi. Ouais. Et c'est là où je rentre donc à INSAM. Ouais. Demander à enseigner. Waouh. Et le papa, à l'époque, il ne jugeait pas l'enseignant sur le CV. Oui, oui. C'était les étudiants qui devaient évaluer l'étudiant. Justement, l'enseignant. Si vous avez la compétence ou pas. Il a demandé qu'on me donne une séance. Et moi, je ne savais pas que c'était un test. Que c'était un test. Ouais. Il avait demandé, dans la salle, j'avais peut-être 3 encadreurs de INSAM, mais qui s'étaient comportés comme des étudiants. Donc, ils étaient là pour m'évaluer. Et quand j'ai fait mon premier cours, je crois que c'était économie. Quand je finis, 2 jours après, on m'appelle, on me dit quelles sont les différentes matières dont tu peux enseigner. Donc, on était prêts donc à me donner d'autres matières en dehors des justement. Donc, voilà comment on m'a associé technique bancaire, marketing bancaire. En fait, j'ai eu presque 5 à 6 matières. Oui, oui. Et j'ai senti que avec ces matières et la banque, la microfinance où j'étais, je peux joindre facilement les 2 bouts. Oui. Donc, il fallait se débarrasser déjà de la moto. Oui, oui. J'ai mis la moto de côté. Et maintenant,
pendant que j'enseignais, je cherchais à comprendre réellement comment faire pour mettre sa propre structure sur pied. Parce que l'idée était restée là. Je me suis dit, je vais mettre quelque chose sur pied. Alors, j'avais un ami qui est devenu un frère. Ouais. Si je dois le citer, Luther Biamen. Luther Biamen. Justement. On lui fait un coucou en passant. Justement. Ouais, sentez-vous saluer Monsieur Luther. Monsieur Luther, qui est devenu aujourd'hui un frère. Et qui me disait toujours, tu peux. Gars, tu es fort. Gars, tu es compétent. Gars, ne laisse plus les gens exploiter. Donc, il avait tout pour t'encourager. Il était là comme un leitmotiv. Justement. Il me disait toujours, je sais que tu peux. Ton talent, les gens sont en train d'exploiter. Gars, crayon. Alors, au fur et à mesure qu'il me chantait crayon, j'ai fini par dire, on va essayer. Ouais. On va essayer. Et nous avons commencé d'abord par une structure. On a mis sur pied, on n'avait pas les moyens. On a cherché des partenaires avec qui on devait travailler. Et ces partenaires nous ont absorbés dans la structure. Et là, on a tiré une leçon. Et bon, quand vous dites que les partenaires vous ont absorbé dans la structure, absorbé dans quel sens? Bon, vous imaginez, M. Chris, on a créé une microfinance, un établissement de microfinance. Et on a cherché des apporteurs de capitaux. Parce que nous, on avait la substance grise. Justement. Il fallait les gens maintenant pour matérialiser. Justement. Et ces personnes ont accepté parce qu'on a partagé l'idéologie avec eux. Et ils ont accepté nous accompagner. Mais sauf que chemin faisant, on se rend compte que il y a des conseils d'administration qu'on tient maintenant sans nous. Vous n'êtes pas informé. On n'est même pas informé. Mais pourtant, même l'idée, je pense que dans le code du travail, l'idée fait partie du capital. Justement. On tient des conseils d'administration sans nous. Alors, lorsque j'essaie de revendiquer, on me fait une demande d'explication sur ma propre chose. Et on commence dans la demande d'explication, on cite mes multiples absences au bureau, mes sorties sans justificatif, ceci, cela. Je réponds donc à la demande en disant au conseil d'administration, mais attendez, je suis le directeur. Et j'ose croire qu'en tant que directeur, je gère la structure, je vous rends compte. C'est pas vous qui gérez la structure avec moi au quotidien. Moi, je pense que vous m'attendez sur les chiffres. Vous avez investi. Et vous attendez que chaque peut-être trimestre au conseil d'administration que dise voilà ce que ça a produit. Mais quand vous commencez aujourd'hui à m'interpeller sur comment je sors, comment je reviens, ça devient bizarre. Mais un directeur doit plutôt se sortir même, il doit être au bureau. Parce qu'il faut chercher les nouvelles, les personnes, les clients, les consorts. Donc, quand je réponds comme ça, on me donne 8 jours de mise à pied. Avec effet sur salaire? Ou bien directement. Il me donne 8 jours de mise à pied en me disant que j'ai manqué le respect au conseil d'administration parce qu'ils ont trouvé que ma réponse n'était pas la réponse dont ils attendaient. Et avant que les 8 jours ne finissent, je reçois donc une lettre de suspension temporaire qui ne définit pas la date d'échéance. Alors pendant ce temps, je me dis, j'ai l'idée. J'ai la substance grise. Pourquoi je dois accepter? Parce que je suis en train de comprendre là que je suis en train de perdre ma propre chose. Il ne faudrait pas que je continue à forcer sur cette chose. Alors, le même Luther me dit, abandonnons, on crée l'autre. Et je lui dis, gars, on va passer le temps à abandonner. Il me dit, gars, je dis oui, il dit, c'est toi qui as les clients. Ça veut dire que même si tu crées l'autre aujourd'hui, les mêmes clients là, on va les retirer et aller avec là-bas. Et je lui dis, moi, je ne souhaite plus qu'on crée sans avoir un petit capital. Parce que ce qui vous a mis dos au mur, justement, parce que vous n'aviez pas injecté vos finances. Justement. Parce qu'on dit, c'est celui qui a le cash qui peut parler fort. Justement. Alors, voilà comment je me retrouve dans une autre microfinance.
Parce que dans ma tête, c'est que je dois travailler pour constituer un capital avant de se relancer. Je me trouve donc dans une autre microfinance de la place également. Bon, et avec tout l'argent que vous aviez, je ne sais pas si vous avez dit amassé à INSAM quand vous étiez enseignant, ça n'a pas joué un rôle dans la création d'une autre entreprise? Oui, INSAM a joué un très grand rôle. Oui. Parce que ce que je gagnais à INSAM me permettait de vivre et planifier maintenant un futur. Oui. Parce que si je n'avais pas ce que j'avais à INSAM, je ne devrais même pas réfléchir, créer quelque chose, parce que vous ne pouvez pas ne pas avoir à manger et réfléchir comment créer quelque chose. Ça, c'est vrai. Donc, INSAM assurait les besoins quotidiens et ça me permettait maintenant de me projeter dans le futur. Donc, voilà un peu comment INSAM, avec ce que je gagnais là-bas, je peux dire, ça m'a propulsé, ça m'a permis de regarder plus loin. Ouais. Et si je vous dis que ça n'a pas contribué à la création de mon entreprise, moi, je ne serais pas honnête, parce que s'il n'y avait pas eu INSAM, ce que j'ai gardé pour l'entreprise devait être consommé au quotidien. Au quotidien, c'est vrai. Donc, INSAM a joué un rôle très capital dans la création de mon entreprise. Oui. Donc, je me suis retrouvé donc dans une autre microfinance où le fondateur, pour ne pas dire le promoteur ou le président du conseil d'administration, m'a tellement fait confiance. Si vous me permettez, je dois citer, c'est la SODEPA. Oui, oui. Le promoteur m'a tellement fait confiance, m'a laissé la gestion libre. Ouais. Je faisais de ça ce que je voulais. Et je dis merci encore une fois de plus à ce papa qui m'a pris comme son enfant et m'a permis de libérer mon talent. Il m'a dit, fais ce que tu veux, rends-moi juste compte. Ouais. Et pendant que je faisais, l'idée de créer ma propre structure était toujours là. Donc, étant à ce départ, j'ai commencé à constituer un petit capital qui devait me permettre de lancer ma propre structure. Ouais. Alors, ce que je vais dire, c'est que la CERIC, beaucoup de jeunes Camerounais pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour créer une entreprise. Oui. Je vais également interpeller les jeunes. Il faut de l'argent pour faire quoi que ce soit, non, monsieur Ndiki? Sans argent, on ne peut rien. Oui, ça, c'est ce que les autres nous ont enseigné. Ouais. Maintenant, ce que moi j'enseigne, ouais. c'est que vous pouvez créer à partir de zéro. Je vais vous expliquer comment. Alors, la production nécessite deux facteurs. Ouais. Le facteur travail et le facteur capital. Alors, le facteur capital, pour moi, c'est un facteur négligeable. Parce que je vais vous démontrer que si vous avez 10 millions de capital pour une entreprise et vous avez une mauvaise main-d'œuvre, au bout de 5 ans, vous allez faire faillite. Mais vous pouvez commencer avec 100 000 francs. Vous avez une bonne main-d'œuvre. Au bout de 5 ans, il produit les 10 millions. Les 10 millions. Donc, le facteur essentiel pour moi dans la création, c'est la ressource humaine. Voilà pourquoi... Le capital humain. Justement. Voilà pourquoi je me suis fait entourer de personnes très expérimentées, justement, et qui comprennent en réalité là où on veut pas partir. Ouais. Et ces personnes qui m'ont fait confiance pour mettre sur pied CERIC, et je vais profiter également là pour les dire merci, ils ont compris que une structure ne dépend pas du capital, mais dépend des hommes qui portent le projet. Donc, je dis aux jeunes qui pensent que il faut avoir beaucoup d'argent, que le beaucoup d'argent là peut se transformer en petit argent si, regardez par exemple, la première structure que j'avais mis sur pied, j'avais pris les étudiants que j'enseignais pour qu'on mette la structure sur pied. Imaginez, Chris, vous avez besoin de 5 millions. 5 millions paraît beaucoup pour une seule personne. Mais si vous avez 100 personnes, 100, chacun apporte seulement, je prends un exemple, 200 000. Même si, ne mettons même pas 200 000. Parce que si vous prenez 500 000, 10 personnes, c'est 5 millions. Ça veut dire que pour 100 personnes, ça fait 50 000 par personne. C'est minime. Or, vous pouvez constituer les 5 millions-là avec 100 personnes. Vous avez créé votre entreprise et vous êtes les propres employés de votre entreprise et vous travaillez pendant 3 ans comme vous étiez des stagiaires et au bout de 4-5 ans, vous hissez l'entreprise au sommet.
Parce qu'il faut que les étudiants comprennent ça. Il faut que nos enfants comprennent qu'on peut aller de 0 à héros. Ça, c'est vrai. Alors, ce que je viens de démontrer là, c'est pour dire, regardez comment on a pris 100 membres, chacun a apporté 50 000. On se retrouve à 5 millions. Et on vient sur les 100 membres, on dit, OK, quels sont ceux qui n'ont pas le boulot? C'est-à-dire ceux qui sont en chômage. Oui, oui. On retrouve peut-être 30 personnes. Parce que chacun a son petit job quelque part là, mais il a quand même investi pour l'entreprise. Oui, sur les 30 membres, on essaie maintenant d'exploiter chacun en fonction de ses compétences. Ouais. Il y a un comptable, il sera comptable. Il y a un commercial, il sera commercial. Il y a un communicateur, justement. Il sera chargé des relations. Et on se fixe l'objectif nous-mêmes. Que les gars, on suppose que nous sommes en chômage. Disons-nous pendant 3 ans que nous sommes en chômage. Et que pendant ces 3 ans-là, on est peut-être 5 agences au Cameroun. Ça veut dire que tout ce qu'on travaille, on ouvre les agences avec, parce qu'on n'aura pas besoin de recruter les gens. On va utiliser les gens qui sont dans le projet et les affecter dans les autres agences. Oui. Et après, vous allez vous rendre compte tout simplement que vous avez bâti l'empire à partir de 0. Ouais. Donc, il faudrait qu'on comprenne, M. Chris, que le capital n'est pas toujours financier. Justement. Il faut comprendre cela. Et c'est pour ça que vous avez compris, nos frères de l'Occident ont compris ça depuis. Vous allez voir, la majorité des entreprises en Occident sont constituées en groupes. Dans groupe ceci, groupe cela, groupe ceci. Ouais. Parce qu'ils ont compris que c'est l'union qui fait la force. Nous avons passé le temps à dire l'union fait la force. Mais en réalité, nous ne faisons que répéter ce que les autres disent, mais nous n'appliquons pas. Oui. L'application, c'est un peu compliqué. Justement. Bon, non, ça ne fait pas partie de l'égoïsme qui anime l'être humain. Justement. On veut être leader et on ne veut plus avoir quelqu'un d'autre. Monsieur Chris, regardez, par exemple, lorsque vous avez une entreprise, vous êtes seul propriétaire. Ouais. Est-ce que vous savez que un petit problème peut vous faire fermer? Je prends un exemple. Les impôts peuvent vous faire, par exemple, un régressement, par exemple, de 2 millions. Et ça arrive au moment où vous êtes vraiment à terre. Vous êtes vraiment touché financièrement. Vous avez fait faillite. Or, si vous étiez 100, c'est 2 000. Qui ne doit pas se battre pour donner 2 000? Pour sauver la structure, son entreprise. Or, 2 000 là, c'est rien. Mais ça vient de sauver l'entreprise. Donc, les parents ont passé le temps à nous dire une seule main n'attache pas le paquet. Et c'est vrai, si vous essayez d'attacher un paquet avec une seule main, vous ne pourrez jamais le faire. Mais ne restons pas seulement dans le cadre du paquet. Ramenons ça donc à l'entrepreneuriat. Et là, on va comprendre que, en fait, on voulait tout simplement dire, vous ne pouvez pas vous développer seul. Oui. Parce que d'autres sont restés seulement dans l'adage du paquet. Que bon, une seule main ne peut pas attacher le paquet. Donc, quand on ramène donc ça à l'entrepreneuriat, on comprend tout simplement que ça veut tout simplement dire que, étant seul, c'est difficile. C'est difficile, ouais. C'est difficile. Donc, comme on dit, il y a aussi un adage qui dit seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Justement. Ouais. Donc, la CERIC, si je dois aller directement. Là, oui, avec la CERIC, comme vous êtes dans les livres, bon, c'est un sigle, c'est une abréviation. CERIC, ça veut dire quoi exactement? Voilà. CERIC, je vais vous dire encore aujourd'hui que INSAM nous a formés. Oui. Vous imaginez, Chris, CERIC vient de mon prénom. Waouh. Vous savez, Éric Chardin, c'est mon prénom. Oui. Je prends le Éric et je prends le C de Chardin pour ramener sur Éric, sa forme CERIC. Et j'essaie de lui donner une dénomination coopérative d'épargne rurale pour l'investissement et le crédit du Cameroun. Wow. Coopérative d'épargne rurale pour l'investissement et le crédit du Cameroun. Wow. Donc, alors, pourquoi est-ce que je suis resté sur CERIC? Vous allez entendre coopérative d'épargne rurale. Je mets l'accent sur rural. L'accent sur rural, pourquoi? Parce que on a longtemps cru que les populations reculées n'ont pas droit au système bancaire. Oui. C'est réservé tout simplement aux personnes des zones urbaines. Justement. Alors, quand nous on vient avec l'esprit de CERIC, c'est pour dire, quand vous voyez rural ici renvoie à tout ce que les autres trouvent que ce sont des faux métiers. Ouais.
Nous collectons tout ça et c'est avec ça que nous allons faire la force de notre pays parce que nous cherchons en quelque sorte à sortir les gens de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3. Parce que vous savez, Chris, le système bancaire classique est tellement structuré que certaines personnes ne peuvent pas facilement avoir accès à certains services bancaires. Oui. Et je vais dire, j'ai été inspiré également par un modèle, docteur Paul Fokam Kamounien, Oui, oui. le fondateur de Afriland First Bank, oui. et qui a également construit le système de la microfinance et implémenté ça dans les MC carrés. Oui. Et quand je prends donc Paul Fokam, j'associe à Mamad Yunis, qui a également fait de la microfinance au Bangladesh avec la Grameen Bank. Ouais. J'ai beaucoup étudié ces deux et j'ai compris en fait ce qu'on dit, ce qu'on appelle microfinance. Beaucoup de structures ou bien de promoteurs d'établissements de microfinance se sont lancés dans la microfinance parce qu'ils voulaient se faire de l'argent. En réalité, la CERIC vient accompagner les plus démunis. La CERIC vient transformer les rêves de certaines personnes en réalité. C'est ça notre objectif parce que, comme j'ai dit, je me suis inspiré de deux grands hommes dans le domaine de la microfinance. Bon, lorsque vous dites que la CERIC vient transformer les rêves des Camerounais en réalité, c'est dans quel sens? À partir des crédits que vous octroyez, à partir de l'emploi que vous offrez aux jeunes, à partir du taux d'intérêt que vous accordez peut-être à vos clients, ou c'est comment? Ok, merci, monsieur, que je me relancer là parce que c'est capital. Ouais. Je vais prendre, j'ai 3 produits, je vais dire exceptionnels, que vous n'allez trouver nulle part. Oui. En dehors des produits que vous trouvez partout, j'ai 3 produits exceptionnels. Je vais prendre par exemple le produit CERIC Go Up. Oui, oui. Le produit CERIC Go Up, c'est un produit conçu par moi-même dans l'optique de permettre à ceux qui ont la volonté d'aller au sommet, comme son nom le dit, Go Up. Oui. Alors, c'est pas palier. Vous prenez 5 benskinners qui cotisent 10 000 chaque semaine à CERIC. Oui. Et après chaque 2 mois, chacun reçoit une moto neuve. Chaque 2 mois. Chaque 2 mois. Ça veut dire en 10 mois, tous les 5 ont les motos. Et ça permet à ceux-là qui partent louer les motos de devenir propriétaires de motos. Alors, quel accompagnement. Voilà en fait ce que nous avons mis sur pied dans CERIC Go Up. Et toujours dans CERIC Go Up, après que vous soyez propriétaire des motos, vous passez les contributions à 15 000 semaines. Oui. Et après chaque 5 mois, chacun a un taxi. Chaque 5 mois, chacun a un taxi. Une fois que vous avez remboursé, parce que quand je dis chaque 5 mois, chacun un taxi, ça veut dire que CERIC finance pour que vous obtenez votre taxi. Maintenant, sans garantie. Pourquoi? Parce que j'ai compris que la garantie humaine est plus forte que la garantie matérielle. C'est pourquoi je demande de vous mettre en groupe de 5. Et pendant que vous êtes 5, vous devez lire les conventions de crédit qui disent que si l'un des membres fuit, les 4 payent sa part. Si 2 fuient, les 3 payent sa part. Et je vais vous dire, il serait très difficile que les 5 partent au même moment. Voilà, c'est si tous les 5 partent, ça alors, serait très difficile. Non, mais ils peuvent conspirer ensemble, non? Oui, monsieur Chris. Le crédit, c'est une activité qui n'est pas basée sur 0 risque. C'est une activité à risque. Ça peut arriver. Mais si on veut évaluer le ça peut arriver, aucune structure ne donnerait le crédit. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des personnes qui vous fournissent toutes les garanties dont vous avez besoin, mais après ne remboursent pas. Ça, c'est vrai. Donc, vous comprenez que nous avons basé notre garantie sur la ressource humaine, sur la personne. Ou la personne et la conscience humaine. Justement. Parce que, monsieur Chris, je vais vous rassurer d'une chose. S'il faut demander les garanties aux Camerounais pour les donner les crédits, vous ne pourrez pas donner les crédits. Non, ce ne sera pas facile. Parce que vous allez voir un jeune qui vient de sortir de l'école, qui veut mettre sur pied peut-être une structure ou bien un projet. Vous lui demandez peut-être une garantie comme le terrain. Il a trouvé ce terrain. On va voir. Voilà. Et justement, c'est parce que j'ai compris ça.
avec l'expérience que j'ai dans le domaine, j'ai compris qu'il faut regarder ailleurs. Il ne faut pas se concentrer seulement sur les garanties matérielles. Il faut regarder ailleurs. J'ai donc pensé à avoir des garanties humaines. Alors, les cautions solidaires entre les gars me rassurent. Et quand je vous ai donné les taxis, quand vous finissez de rembourser les taxis, vous passez à 20 000 chaque semaine. Et après chaque 7 mois, chacun a un terrain. Chacun a un terrain. Et quand vous arrivez donc à l'étape du terrain, on vous met à 30 000 francs de contribution. Chacun a droit à 2 chambres, salon, douche, cuisine moderne. Si vous voulez plus de 2 chambres, là, c'est un autre produit que vous demandez. Voilà, donc, le produit Go Up vous amène à 2 chambres, salon, douche, cuisine. Donc, voilà la finalité du produit. C'est ça, le Go Up. Voilà, on vous prend, justement, on vous prend à 0 et on vous met au sommet. Et ça, c'est un projet. Actuellement, où je vous parle, j'ai les groupes. Il y a 4 groupes de 5 benskinners qui ont souscrit à ce produit parce que beaucoup de benskinners, en fait, les benskinners ont compris le produit. Et on n'est pas obligé de commencer benskinner. Les taximans peuvent venir 5. On ne rentre plus à l'étape de benskinner. On va une fois à l'étape de terrain parce qu'ils ont déjà les taxis. Vous voyez un peu? Comme ceux qui ont les terrains peuvent se réunir 5 et venir, on va une fois à l'étape de la construction. Donc, rien n'oblige qu'on commence à 0. Voilà. Là-bas, à 0, c'est... Oui, pour ceux qui sont vraiment encore à terre. Voilà le produit série Go Up que nous avons mis sur pied et qui est en train de marcher à merveille. Et on a également série Life. Série Life ici, pour ne pas dire série, c'est la vie. Pour ne pas dire série vie, vous souscrivez à série Life, on vous donne une carte de santé de 10 000 francs là. Et avec votre carte de santé de 10 000 francs là, le père, la mère, les enfants, voilà la famille dont nous prenons en charge. Si l'un de vous est malade, il va se soigner. Céric paye les factures et vous remboursez en collecte journalière. Et je vais vous dire pourquoi ce produit est né. Dans mes parcours, dans mon expérience, j'ai rencontré des personnes qui avaient fait faillite à cause de la maladie. Vous imaginez, M. Chris, une colboxeuse qui a son capital qui est peut-être 200 000. L'enfant est malade. Elle a tout dépensé son capital pour soigner l'enfant. Et après, elle est à la maison. Quand vous passez, vous dites, madame, tu n'es plus là. L'argent est fini, directeur. Alors, comment faire pour éviter donc cela? Avec Série Life, vous soignez l'enfant sans dépenser votre capital. C'est un peu comme une assurance. Justement. Justement. Vous soignez l'enfant sans toucher votre capital. Et à partir de votre capital, vous travaillez pour rembourser. Sans collecte journalière. Justement. Parce que dans tous les produits que nous avons mis sur pied, nous avons mis la collecte journalière comme le remboursement. Et le taux que vous fixez à la collecte journalière, c'est à quel montant? Parce qu'on peut aussi faire, on met un taux où le client peut être buté, il n'arrive pas à collecter. Voilà, je vais prendre l'exemple sur Série Life. Si vous avez dépensé peut-être 100 000 pour soigner l'enfant à l'hôpital avec Série Life, nous payons la facture de 100 000. Vous maintenant, vous cotisez pour rembourser les 100 000 et vous mettez en plus des 100 000 là, vous mettez 15 000 francs. Qui est en quelque sorte l'intérêt que la banque a sur les 100 000 francs qu'on a subventionnés. Vous mettez donc 15 000 en fonction de la durée du remboursement de votre prêt. Parce que 100 000, quelqu'un peut décider que bon, je vais cotiser 3 000 francs chaque jour pour finir les 100 000. Alors, si vous finissez les 100 000 en 3 000 francs, vous êtes à 10 000. Si vous payez en 2 mois, vous êtes à 15 000. Donc, au fur et à mesure que vous durez avec l'argent, c'est comment que le taux d'intérêt va grimper. Justement. Mais on se rassure toujours que nos membres supportent les intérêts qui sont favorables parce que l'objectif de la série, ce n'est pas de s'enrichir sur les membres, mais c'est de les accompagner. C'est de les accompagner. Donc, voilà, en fait. Et vous avez le dernier produit que nous avons mis sur pied, le série Ron Ren. Si je dois traduire ça mot à mot, c'est fuit la pluie. Alors, avec série Ron Ren, vous construisez, vous chaînez.
nous on finit, vous entrez. Vous quittez la location, Oui. vous payez la location maintenant chez nous. Au bout d'un certain temps où on s'est convenu à l'avance, Oui. vous devenez propriétaire. Vous entrez en possession de votre Justement. maison. Wow. Donc, l'objectif ici, beaucoup vont me demander, et la garantie, c'est quoi? La garantie ici, c'est le niveau que vous avez à lever jusqu'à chaîner. Parce que quand je te finance à l'heure là, je ne crains rien parce que je sais que tu as mis ton investi à l'intérieur, tu ne peux pas abandonner n'importe comment. Donc, nous, vous savez, il y a beaucoup de maisons là que les personnes ont conçu abandonner. Et n'ont pas les moyens pour finaliser. Notre objectif, notre rôle maintenant, c'est venir finir, aménager, vous entrez. Nous devenons, comme votre bailleur, après un certain temps, vous devenez propriétaire. Donc, voilà les 3 produits exceptionnels. Donc, en dehors de ces 3 produits exceptionnels, donc, nous faisons dans tout ce que les banques et les microfinances font aussi. Ouais, vous avez juste des exclusivités qui apportent une certaine différence entre vous et les autres. Justement. Et une autre particularité, il faut faire un saut à la Séric. Nous sommes situés ici, en face de la cathédrale, à l'immeuble Nguimatio, ancien immeuble Nguimatio, premier niveau. Vous allez voir la plaque jaune qui est écrite Séric parce que ce sont nos couleurs. Séric Finance. Justement. Vous faites un saut là-bas, vous serez déjà accueilli par une jeune équipe dynamique parce que je fais partie de ceux-là qui pensent que il faut faire confiance à la jeunesse. Oui, parce que on a découragé la jeunesse camerounaise au point où la jeunesse camerounaise pense que l'Eldorado se trouve de l'autre côté. Donc, moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que les jeunes ont encore leur place ici. Et comme j'ai dit, Monsieur Chris, ça ne sert à rien pour les jeunes de fuir. Parce que quand j'évalue qu'un parent peut dépenser 6 millions, 7 millions pour que l'enfant parte se retrouver de l'autre côté, parfois pour ne même rien faire, juste pour dire que je suis au Canada, juste pour dire que je suis en Belgique. Je suis en Belgique, je suis partout. Je pense que si les parents analysent bien ces 6 millions, l'enfant devient... 6 millions, il y a une entreprise. Bien sûr. Une entreprise, 6 millions. Bien sûr, Monsieur Chris. Bien sûr. Et comme je dis ici, je vais encore le redire, un jeune au Cameroun qui met dans sa tête qu'il est au front et qui se comporte comme s'il était de l'autre côté, il n'y a rien qui doit l'empêcher de réussir. Monsieur Chris, les gars réussissent de l'autre côté, pourquoi? Parce qu'ils ont la pression ils arrivent, rentrer. Ils abandonnent l'alcool. Ils abandonnent les femmes. Ils se mettent au travail. Et ils ne font que travailler. Leur temps, c'est le travail. Même discuter avec eux au téléphone parfois est difficile parce qu'ils sont occupés. Un jeune Camerounais qui dit « J'ai 7, 8 ans, je ne prends pas une bouteille d'alcool, je ne cherche aucune femme. En dehors de ma femme, je vous le jure, Monsieur Chris, il va réaliser quelque chose parce que, permettez-moi de dire ceci, nous pensons toujours que nous ne dépensons pas parce que, mais au fond, je suis un entrepreneur et j'ai compris la valeur de 5 francs. Quand vous mettez le crédit de communication pour appeler 4 filles et leur dire bonjour, bonne nuit, c'est une dépense. Ça, c'est ce que beaucoup ne savent pas parce que ils vont se dire, je ne dépense pas sur la femme. C'est une dépense. Le temps que vous consacrez à ces 4, c'est une dépense. Et ces temps-là que vous rencontrez même, vous échangez, vous pouvez pas échanger sans boire. Justement. Vous pouvez pas vous séparer, ça veut dire que prendre le taxi, tu rentres. Justement. Ce sont des dépenses. Or, c'est nos frères camerounais qui arrivent de l'autre côté, se privent donc de tout ça et se mettent au travail pour emmagasiner beaucoup et revenir investir. Et on croit que c'est de la magie. On peut gagner cela ici. On peut gagner cela au Cameroun. Monsieur Chris, que la jeunesse comprenne une chose. Le travail, ça paye. Le travail, ça nourrit son homme. Ne pensons plus, ou bien je n'accepte plus qu'on fasse croire aux jeunes qui ne peuvent rien dans ce pays. Et, Monsieur Chris, permettez-moi de dire ceci. Il y a un problème qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai noté. Il y a une certaine facilité à obtenir le passeport au point où je me demande si nos dirigeants ne sont pas en complicité pour nous permettre aux jeunes de partir. Et je suis arrivé à dire,
si c'est le cas, la faute n'est pas aux dirigeants, mais c'est aux à jeunes. la jeunesse. C'est aux jeunes qui n'ont pas compris qu'ils vont assurer la relève dans leur pays. C'est aux jeunes qui n'ont pas compris que le pays les appelle. Ouais. C'est aux jeunes qui n'ont pas compris qu'il faut travailler ici et on va réussir. C'est aux jeunes qui n'ont pas compris qu'il ne faut pas se former ici pour aller exercer ailleurs. C'est aux jeunes qui n'ont pas compris que les vieillards qui sont là en train de nous diriger, eux-mêmes veulent déjà se reposer, mais sauf que quand ils regardent là-bas, ils ne voient pas la relève. C'est ça le problème. Donc, regardez par exemple, M. Chris. Et les jeunes Camerounais, excusez-moi de dire ça, ce sont des traîtres. Dans quel sens? Quand vous faites confiance à un jeune Camerounais, à la fin, vous vous sentez trahi. Ouais. Je vais pas citer ici, j'ai des jeunes modèles à qui j'ai cru. Je vais prendre les élections 2018. Oui. Il y a des jeunes candidats à qui nous avons apporté du soutien. Oui. Mais après, on se rend compte qu'en réalité, ce sont des candidats qui sont en concubinage avec le régime en place. Ouais. Et ils nous ont trompés. Et à la dernière minute, vous entendez, nous, on a attribué, on a donné nos voix à telle personne. On a donné nos voix. Donc, vous comprenez que la jeunesse aussi, à un moment donné, n'est pas honnête, n'est pas sérieuse. Et c'est ça qui rattrape cette jeunesse. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes aujourd'hui. Vous allez voir deux amis qui s'entendent très bien. Dès qu'un parmi les deux commence à se démarquer, c'est l'autre qui cherche à le tuer. Ça, c'est vrai. Or, ils n'ont pas compris. Monsieur Chris, je fais partie de ceux qui pensent que le président Biya dirige le pays ici bien. Les gens vont me dire, il ne fait que nommer les mêmes gens chaque jour. C'est un problème générationnel. Il a les noms des amis avec qui il a fait le parcours. Monsieur Chris, on vous met à sa place, vous ferez la même chose. Parce que vous avez des personnes compétentes que vous connaissez leurs valeurs avec qui vous avez évolué. Justement. Et quand il y a donc l'opportunité de donner un poste à quelqu'un, vous pensez directement que non, telle personne avec qui je faisais telle chose peut gérer ça. Voilà. C'est ça. Maintenant, nous les jeunes à notre niveau, un jeune va trouver un petit travail quelque part, on lui demande quelqu'un, il connaît un ami qui peut faire, mais il préfère ne pas faire venir son ami. À une autre personne. Et la faute aussi n'est pas toujours à lui parce que parfois même tu fais venir l'ami là, c'est l'ami là qui vient te renverser dans la société. Donc la jeunesse a trop de problèmes, M. Chris. La jeunesse a trop de problèmes. D'accord. Nous sommes quasiment au terme de notre entretien, mais avant d'y aller, de boucler définitivement, Monsieur Eric Dicky, dites-nous, s'il faille dire merci à Insam, qui a été l'un des leviers majeurs de ce que vous êtes aujourd'hui, Eric que vous avez créé, vous êtes PDG, vous utiliserez votre entreprise dans quel sens? Vous dites merci à Insam. Très bonne question, Monsieur Chris. Et réellement, nous sommes en train d'y penser. Ouais. Nous pensons que ce que nous pouvons donner à Insam aujourd'hui, parce que Insam reste notre père. Ouais. Vous savez, Monsieur Chris, c'est toujours difficile de venir sortir peut-être l'argent de ses poches pour donner à votre père quand vous savez que le père en a déjà. Mais un petit régime de plantain que vous donnez au père a plus de valeur que 20 000 francs que vous donnez. Donc, ce que je suis en train de m'apprêter à offrir à Insam, c'est permettre que Insam associe la formation théorique à la formation pratique. Oui. Et je ne peux que donner ce que j'ai parce qu'on dit que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Je m'apprête donc à discuter avec Monsieur Dr. Foyet, oui, Stéphane Lionel Foyet, qui est également un jeune dynamique. Et je vais vous dire, c'est pourquoi je reviens encore à Insam, parce que j'ai noté son dynamisme et je me suis dit, pourquoi pas aller vers lui, pour qu'ensemble on essaye de voir ce qu'on peut mettre sur pied pour permettre à nos petits frères de bénéficier de la plus grande formation qu'on peut leur offrir. Alors là, j'ai pensé que ce soit les comptables, les banquiers, les marketistes, les logisticiens, les ressources humaines et consorts, en fait, tout ce qui est gestion, moi, je suis prêt à leur offrir chaque année 2 mois de stage payant. Et pendant cette formation, ce stage, on permet à ces jeunes de toucher du doigt
le monde professionnel, Ouais. de voir la réalité Du professionnalisme. du professionnalisme. Mhm. Il y a des banquiers qui vont vous parler, par exemple, du distributeur automatique, mais qui n'ont jamais vu et qui ne savent même pas comment on On manipule. manipule. Il y a des banquiers qui vont vous parler du coffre-fort, mais qui ne savent pas comment on dispose un coffre-fort. Il y a des comptables qui vont vous parler, par exemple, de la CNPS, mais ne savent pas comment on fait pour La déclarer procédure. telle chose, Voilà. pour faire comme ça, comme ça. Voilà, La série permet donc à cela. Il y a des marketistes, des commerciaux qui ne savent pas comment on aborde un client, mais ils ont tout ça dans le cahier. Ouais. Ça, c'est la théorie. Maintenant, la série va permettre à ceux-là de se confronter physiquement au client et on va leur montrer en fait comment est-ce qu'on échange avec un client. Comment se comporter, comment convaincre un client. Comment est-ce qu'on peut ramener un client désespéré dans une confiance. Justement. Donc, il y a tout cela que la série souhaite en quelque sorte offrir aux jeunes apprenants passant par INSAM pour faire de INSAM réellement je peux dire la première structure ici à l'Ouest qui doit en quelque sorte associer la théorie à la pratique afin que tout jeune qui passe à INSAM sorte d'INSAM étant vraiment prêt pour le monde de l'emploi. Parce que je vous ai dit la dernière fois, M. Chris, il y a beaucoup de nos jeunes, lorsque vous les prenez en entretien d'embauche, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de choses qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Mais la théorie est là. Ils vont vous définir. Il y a les personnes qui vous définissent le chèque. Mais ils ne connaissent pas comment ça se présente. Comment ça se présente. Donc, nous, on vient là, en quelque sorte, permettre à nos jeunes frères et sœurs de toucher du doigt le monde professionnel, de se confronter au monde professionnel, de vivre les difficultés au monde professionnel. Parce que ce qu'on ne dit pas, par exemple, aux commerciaux, c'est que lorsque vous allez sur le terrain, il y a les clients qui vont vous insulter. Oui. Comment se comporter devant un client qui vous insulte. Parce qu'on va vous dire, utilisez telle stratégie. On écrit dans le cahier, utilisez telle stratégie. En réalité, M. Chris, ce qu'on enseigne à l'école, ça a un rôle différent de ce qui est sévi sur le terrain. Ouais, ouais. Parce qu'en réalité, comme on t'a enseigné comment te comporter face à un client nuisible, est-ce qu'on t'a enseigné comment se comporter face à un client qui pleure? Voilà. Est-ce qu'on a même envisagé que tu peux rencontrer un client qui pleure? Bon, maintenant, si tu es face à celui qui pleure, qu'est-ce que tu fais donc? Nous, la série, nous allons permettre donc à ces jeunes de comprendre réellement comment les choses se passent. Et à côté de ça, M. Chris, comme j'ai dit, INSAM, c'est ma maison. Ouais. INSAM m'a fabriqué. Et il est temps pour moi de remettre justement à INSAM ce que INSAM m'a donné. Ouais. Et la seule chose que je peux faire, M. Chris, c'est en quelque sorte, comme je vous ai dit, permettre les meilleurs de chaque promotion de INSAM avec qui nous avons travaillé seront directement retenus. Parce que, par exemple, 2025, nous avons le projet de 2 agences. Ouvrir 2 agences. Et nous n'allons pas aller chercher le personnel ailleurs. Nous allons prendre les gens avec qui nous avons cheminé parce que nous faisons déjà confiance à ces personnes. Ouais. Donc, nous avons 2 agences. Dans le plan de développement de la série, chaque année, il y a une nouvelle agence. Nous faisons 2 cette année parce qu'on vient de lancer et on veut avoir au moins sur le triangle national. Voilà, il y a Yaoundé Bafoussam. Et maintenant, à partir de chaque année, on a une agence que nous ouvrons et nous sommes en train d'aspirer s'installer en zone CEMAC. Donc, la série est en train de regarder un peu plus loin. Ouais, nous allons avoir des agences en Guinée, Gabon, Tchad et consorts. Et je vais tout simplement dire encore, nous avons un partenaire, je lui tire un coucou et je lui dis un bonjour, aux États-Unis, qui est en train de se battre pour qu'on obtienne un agrément aussi aux États-Unis pour permettre à la série d'avoir un guichet aux États-Unis. Wow. Donc, le projet série est un projet tellement large, c'est un projet tellement élargi, c'est un projet tellement construit que je peux vous rassurer que d'ici 5 ans, nous allons challenger le marché mondial. Que le Seigneur vous accompagne et que toutes les opportunités vous soient ouvertes comme la porte de l'église. Merci, M. Chris. Vraiment, ça a été un plaisir énorme, mais je ne saurais sortir sans que vous ne nous rappeliez la situation géographique de Séric. Si pas possible même, si on peut donner quelques petits contacts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et beaucoup qui nous regardent. Donc, la Séric,
est situé au marché, après le marché B, Oui. face cathédrale. Immeuble, ancien immeuble Nguimatio, oui. au premier niveau. Mhm. Nous sommes là. La plaque est jaune. Ouais. Et la série répond 67 au 12, numéro 693. Ouais. Le 679 24 24 01. Donc, si vous appelez l'un de ces numéros, en réalité, et je précise également, la série a une page Facebook. Et la série également, je pense que d'ici la fin de ce mois, il y aura un site web sur lequel vous pourrez facilement discuter, échanger avec nous. Alors, en fait, justement, pour dire, M. Chris, c'est un projet sérieux, c'est un projet bien construit. Et là où nous allons, vous savez, parfois on dit, il ne faut pas dire où tu pars, de risque que certaines personnes vous empêchent d'arriver. Donc, les parents disaient souvent, pour bien vivre, il faut vivre caché. Mais seulement que dans notre cas, on est obligé de ne pas se cacher parce que nous faisons dans quelque chose que tout le monde est appelé à connaître. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. D'accord. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et de partager avec ces jeunes votre parcours, votre expertise vraiment qui est élogieuse et qui frise à l'encouragement. Merci infiniment, monsieur Eric Didi. Merci. Merci, monsieur Chris. Une fois de plus, je reste à votre disposition parce que, comme vous le savez, à chaque fois que vous m'avez appelé, j'ai toujours le bonjour présent. Et je dis encore, je ne saurais partir d'ici sans tirer également un chapeau à M. Foyer qui a relevé réellement INSAM et lui dit en fait beaucoup de courage et sache qu'il y a des jeunes comme toi avec qui tu peux travailler et aller encore plus loin. Donc vous savez, il faut toujours enlever dans son esprit qu'on peut aller loin seul. Monsieur Chris, j'ai longtemps pensé que seul je pouvais faire beaucoup de choses, mais c'est quand il y a des petites difficultés que tu t'es entouré justement, vraiment, certaines choses ne devaient pas t'échapper justement. Donc, un merci à INSAM qui nous a formés, qui nous a donné la possibilité d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et un merci également à M. Chris qui nous permet chaque fois de dire ce que nous pouvons faire ou alors de faire ressortir ce que nous sommes devant les antennes. Merci M. Chris pour cette opportunité que tu ne cesses de m'accorder. C'est moi qui te remercie. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés donc au terme également de ce numéro de cette production. On va vous donner rendez-vous très bientôt pour une autre production. Mais comme vous l'avez bel et bien écouté, c'est un produit pur de l'Institut universitaire et stratégique bien sûr, l'URSS-INSAM, M. Eric Diki que nous avons reçu sur ce plateau. INSAM, c'est quatre fois premier national. On parle de 2019, 2020, 2021, voilà. Et je vous envoie trouver la 4e année. Allez chercher, allez sur le site, voilà, de l'INSAM. Vous pouvez vous regarder l'adresse au bas de votre écran. Et si vous me donnez la 4e année, je vous garderai un cadeau à la production prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Je suis Chris Larabi. On est ensemble. Génie civil commerce, tous les filières sont là. Elle reste la meilleure, c'est Douala Yaoundé.